Je vais vous traiter la toxicocinétique du chlordécone, c'est-à-dire l'étude de la toxicité potentielle du chlordécone quand il entre dans le corps humain. La toxicocinétique, c'est un élément déterminant du caractère dangereux d'une substance. Le chlordécone, c'est une substance chimique, je ne vais pas m'étendre longuement dessus, qui a été utilisée comme pesticide et dont la synthèse résulte d'une série de réactions chimiques complexes qui ont abouti à une formule en cage qui comprend 10 atomes de chlore, 10 atomes de carbone et 1 atome d'oxygène. Son nom de spécialité, c'est Kepone, aux USA, où elle a été fabriquée au début des années 50. Elle a été commercialisée sous le nom de Kepone entre 58 et 76 par les États-Unis. Puis, le brevet a été vendu au Brésil après l'arrêt de production des États-Unis. On verra qu'il y a eu un incident dans l'usine qui a obligé les États-Unis à arrêter la production. Le chlordécone a été formulé dans l'ode à 5% sous le nom de Curlone, si bien que ce qui a été utilisé en Martinique, ça peut être du Kepone, ça peut être du Curlone. On considère qu'aux États-Unis, il y a eu 3 600 000 tonnes de chlordécone produites, et dans ces 3 600 000 tonnes, on n'a que 10% qui ont été utilisées aux Antilles. Le reste a été utilisé au Cameroun, en Côte d'Ivoire, peut-être un petit peu en Amérique latine, au Brésil même. Et puis, voilà, il y a aussi le Mirex, qui contient du chlordécone, qui a été utilisé en Europe centrale. Alors, la production de chlordécone a donc été arrêtée, on a vu en 1975, bien que cette dangerosité ait été suspectée depuis la synthèse en 1950, elle est devenue évidente lors de la découverte le 11 juillet 1975 d'une intoxication d'un employé de l'usine de fabrication qui se plaignait de tremblements incontrôlables et dont la sérologie a révélé un taux de chlordécone important de l'ordre de plusieurs milligrammes par litre dans le sang. Cet accident de travail a donné lieu à des investigations fédérales qui ont montré que 76 des 133 personnes employées dans l'usine, c'est-à-dire 50%, avaient développé des signes d'intoxication, selon un certain nombre de rapports, dont Taylor et Cannon en 1978. De plus, le chlordécone est détecté dans le sang de 94% des membres de leur famille, 72% des ouvriers qui travaillaient dans la même zone industrielle, c'est-à-dire pas dans l'usine de production, mais à proximité, et 19% des habitants de la localité voisine. L'usine a donc été fermée le 24 juillet 1975. Cet accident professionnel a permis de nombreuses études épidémiologiques chez l'homme, c'est-à-dire des dosages à la fois sérologiques et dans les différents compartiments biologiques, et a été aussi à l'origine de recherches chez l'animal, ce qui fait que nous disposons d'un fonds documentaire assez conséquent sur la molécule qui demeure une des plus connues parmi les pesticides. Alors, certaines de ces études ont été publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture, mais d'autres qui émanent d'établissements d'enseignement ou de recherche français ou étrangers, ou de laboratoires publics et privés, mais suffisamment sérieux pour être prises en compte. Alors, cette bibliographie, donc je vous ai montré, j'ai repéré quelques éléments qui m'ont permis de faire ce travail, mais elle est extrêmement riche. Quand vous allez sur les sites de PubMed, de Medline, il y a énormément de documents sur le chlordécone. Alors donc, nous allons aborder aujourd'hui la toxicocinétique du chlordécone, c'est-à-dire le sort du chlordécone dans l'organisme, ainsi que ses effets néfastes qu'il occasionne une fois qu'il est absorbé. Alors, la quantité de chlordécone d'une substance, enfin la quantité d'une substance qui agit avec l'organisme pour causer un effet néfaste dépend de 4 facteurs biologiques principaux. La pénétration et l'absorption, c'est-à-dire le passage du milieu extérieur vers le milieu intérieur, la dispersion, la diffusion et la dispersion lorsqu'ils sont absorbés, la distribution dans les différents compartiments de l'organisme,
Les compartiments se traduisent quelquefois par des stocks, des sites de stock de stockage, pardon, et on repère un certain nombre, comme on verra tout à l'heure, d'organes plus particulièrement ciblés. En troisième lieu, le métabolisme, c'est-à-dire la biotransformation de ce produit qui permet à l'organisme finalement de l'éliminer. La dernière étape, c'est l'excrétion. L'élimination, le rejet de cette substance, métabolisée ou non dans le milieu extérieur. Alors, la concentration dans l'organisme après son absorption est influencée par différents facteurs, dont les caractères physico-chimiques. On ne va pas trop s'étendre sur ces caractères physico-chimiques, mais il faut savoir que c'est une molécule extrêmement lourde, 2 fois plus lourde que le plomb, dont le poids moléculaire est de 490, avec un point de fusion élevé de 350 degrés, si bien qu'il n'est pas détruit par la cuisson alimentaire quotidienne. Les gens pensent qu'en faisant bien cuire les aliments, ils vont détruire le chlordécone. Il faut rappeler que ce n'est pas possible. Et une des caractéristiques principales du chlordécone, c'est... pardon, j'ai été trop vite. Attendez, j'ai été trop vite. Voilà. Non, la précédente. Oh là, pourquoi j'ai été si vite? Voilà. Une des caractéristiques principales. Non, pourquoi j'ai été aussi vite là? Voilà, c'est son coefficient de partage, c'est-à-dire que sa liposolubilité, le coefficient de partage à travers un solvant comme l'éthanol qui permet de différencier les produits hydrosolubles des produits liposolubles. Dès que le coefficient de partage, l'autre KO, est supérieur à 2, le produit est qualifié de liposoluble. Et on verra que c'est la liposolubilité du chlordécone qui en fait un de ses dangers principaux. Alors, parmi les propriétés physico-chimiques, on va étudier la solubilité dans le milieu aqueux, dans la terre et dans l'air. Alors, au niveau de l'eau, on voit que c'est un produit qui est peu soluble dans l'eau, qui se dissout très peu. Et j'ai mis à côté la carte de nos rivières. Toutes les zones en rouge et en orange, ce sont les zones qui correspondent à la pollution par le chlordécone de nos rivières en Martinique. J'ai pas beaucoup mis la Guadeloupe parce que bon, ça me demandait peut-être beaucoup plus de recherche, tandis que ça, j'avais déjà en disponibilité. Donc cette pollution, vous voyez que la plupart de nos rivières sont contaminées par le chlordécone. Et dans la mesure où c'est un produit qui est peu soluble, dans l'eau, il reste longtemps dans l'eau. Sa demi-vie peut aller jusqu'à 46 années et il peut se lier aux particules organiques de l'eau, se concentrer dans les animaux aquatiques, les poissons, les coquillages, ce qui fait qu'on a interdit les élevages d'écrevisses dans les plans d'eau en Martinique et aussi dans nos mangroves ou dans la mer même. On s'est rendu compte qu'un certain nombre d'animaux marins étaient contaminés par le chlordécone. Et cette contamination peut s'accumuler dans les animaux aquatiques. Alors, les propriétés de solubilité dans l'air, excusez-moi, cette diapo est peut-être un peu mal centrée. La stabilité du chlordécone dans l'air, elle est importante. Elle peut expliquer la contamination qu'on a évoquée à un moment, la contamination par voie respiratoire chez les ouvriers de Virginie, mais aussi chez les ouvriers agricoles qui ont utilisé le chlordécone entre les années 70 et 93. Donc, des amas de chlordécone peuvent s'évaporer, comme c'est une poudre, à la faveur de la chaleur, ils peuvent s'évaporer à partir du sol ou de l'eau. Et une partie des particules de chlordécone est très fine et peut être présente et résidente dans l'air de façon durable. Et cette partie résidente dans l'air peut être relativement importante et surtout véhiculée sur de très longues distances. Ah, excusez-moi, je vais trop vite avec voilà. Surtout peut être véhiculée sur de très grandes distances. J'ai ressorti ce document de l'ANSES qui, en 2014, donnait un avis, je crois, à Madine Iner pour lui demander de rechercher un certain nombre de pesticides dans l'air martiniquais. Et on s'est rendu compte que dans les substances considérées comme prioritaires et hautement
prioritaire, ils avaient inclus le chlordécone. C'est-à-dire que pour l'ANSES, il est possible que dans l'air martiniquais persiste encore, même après un certain nombre d'années, des particules de chlordécone. Donc, la pénétration par voie respiratoire n'est pas quelque chose qui est complètement exclu. Alors, dans le sol, bon, on en parle beaucoup. C'est pareil, le chlordécone, il s'agrège à un certain nombre de substances organiques et il est très peu dégradé par voie biotique ou abiotique. Il est très peu dégradé du fait de l'anaérobie, à peine 10%, si bien qu'il a une rémanence exceptionnelle dans l'environnement, dans nos sols, et selon la qualité du sol géologique, nittisol ou endosol, la rémanence peut être de entre 100 et 700 ans. Donc, toutes ces trois modes de persistance du chlordécone dans l'environnement expliquent les possibilités de pénétration à l'intérieur de l'organisme humain. Alors, du point de vue cinétique, le parcours du chlordécone comprend la pénétration, qui se fait majoritairement par voie digestive. Accessoirement, on a vu par voie orale et on verra tout à l'heure qu'on n'exclut pas non plus la pénétration par voie cutanée. Donc, une fois pénétré par voie orale, il est vite absorbé par le tube digestif et il pénètre rapidement dans le sang où il se diffuse dans différents organes. Alors là, c'était un modèle des autres organochlorés. On voit que la concentration majoritaire dans ce modèle, c'est le tissu adipeux, mais dans le modèle chlordécone, la concentration majoritaire, c'est dans le foie. Et puis, avec la glande mammaire, donc une fois pénétré dans le foie, il est excrété par la bile, réexcrété dans le tube digestif, dans l'intestin, où on verra, docteur Edouard nous expliquera qu'à la faveur du cycle entérohépatique, une bonne partie de ce chlordécone qui se trouve dans la lumière intestinale est réabsorbée au niveau du sang. Si bien qu'on a un cycle et une accumulation progressive du chlordécone. Donc, il est majoritairement excrété par les selles et par le lait maternel. Alors, on va voir un petit peu en détail cette pénétration. Chez les ouvriers de Hopperwell, on a noté qu'il y avait une certaine chlordéconémie élevée et le mode de contamination probable est un mode de contamination aérien parce qu'ils n'avaient pas mangé cette poudre. Ce qui est différent de chez nous où la poudre a imprégné les sols, donc les aliments. Donc on imagine que chez eux, la contamination a été majoritairement aérienne. La contamination peut être également cutanée et peut être orale. Chez nous, c'est surtout par l'intermédiaire de l'eau et des aliments. Et le chlordécone diffuse par un mécanisme de diffusion passive, ce qui fait qu'on explique qu'il a pu pénétrer également par voie respiratoire. Donc, ce sont des expériences qui ont été faites pour essayer de comprendre la pénétration respiratoire de façon passive, parce que on s'est rendu compte que les taux de chlordéconémie chez les ouvriers de l'entreprise qui fabriquait étaient beaucoup plus élevés que ceux qui se trouvaient à 200 mètres, une autre entreprise à 200 mètres plus loin, avec un taux de chlordécone dans l'air beaucoup moins important. Donc les deux étaient à peu près corrélés, si bien qu'on pense que le mode de contamination respiratoire ne peut pas être éliminé. Et chez nous, on se demande également si au moment où les ouvriers ont instillé la poudre au pied des bananiers, à la faveur de la chaleur, quelques particules fines n'ont pas pu pénétrer aussi par voie respiratoire. Mais c'est un mode de pénétration totalement accessoire. En tout cas, on n'a pas pu reproduire ce mode de contamination chez l'animal. Alors, la contamination cutanée a été essentiellement démontrée chez l'animal. Il est peu absorbé par voie cutanée, mais on se rend compte que les petites doses sont beaucoup plus facilement absorbées, de l'ordre de 8-9%, que les fortes doses. Donc, c'est une expérience qui a été faite chez le rat. On a rasé 2% de la surface corporelle et frotté du chlordécone et dosé le chlordécone dans le sang. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une pénétration cutanée. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que cette pénétration cutanée a pu exister aussi chez les ouvriers agricoles, du fait favorisé par la transpiration, l'ouverture des pores. On pense qu'il y a dû avoir, entre 72 et 93, une pénétration cutanée. Elle est également accessoire. Donc la pénétration majoritaire est
au niveau de l'intestin par voie orale. Ça a été montré chez l'animal. Ils ont reçu une dose régulière de 40 mg kJ de chlordécone marquée au carbone 14 dans une solution huileuse. Et on a mesuré le taux de chlordéconémie, de radioactivité détecté au niveau des selles et au niveau du sang. Et on s'est rendu compte qu'à peu près 10% de la dose ingérée par voie orale est éliminée par les selles chaque jour. On fait le jour suivant. Et on en déduit donc que 90% de la dose a été absorbée. On a pu mesurer chez l'animal la répartition dans le foie, le nerf, les reins et les graisses de soutien. Donc, conclusion, l'absorption, elle est rapide par le tractus gastro-intestinal et ça a été confirmé également chez d'autres espèces animales, la souris, la gerbille et le porc. Alors, la diffusion du chlordécone dans l'organisme humain a été évaluée directement en Virginie. Donc, on sait que chez l'homme, comment elle se passe chez l'homme, puisque finalement, suite à cet incident malheureux, on a mesuré les taux de chlordécone dans les différents compartiments. Et donc, on a évalué un peu le pourcentage et les écarts types entre les concentrations que l'on trouvait chez les différents ouvriers chez lesquels on a fait les mesures. Donc là, 32, 10, 29, le nombre d'ouvriers. On a mesuré donc le nombre, le taux de chlordécone que l'on retrouvait avec les écarts types. Et on s'est rendu compte que le ratio entre le sang et le foie était de 1 à 15. C'est-à-dire que pour une dose 1, au niveau retrouvé de chlordéconémie dans le sang, on avait une dose 15 fois plus élevée dans le foie. Donc l'organe de stockage du chlordécone, c'est le foie, beaucoup plus que le tissu graisseux, alors que les autres organochlorés, on a un rapport qui va souvent de 1 à 100, c'est-à-dire qu'on trouve 100 fois plus dans le tissu graisseux que dans le sang. Dans le cas du chlordécone, on trouve 15 fois plus dans le foie, c'est ce qui fait à peu près 2 fois plus au milligramme que dans le tissu cutané. Il faut noter également qu'on le retrouve dans le muscle et dans la vésicule biliaire. Bon, je ne vais pas m'étendre longtemps dessus, mais pour montrer que ça a été repris par le CIRAD et par un doctorant, je ne sais plus dans quelle région, c'est pas la mienne, enfin voilà, qui a fait une thèse sur la gerbille, et on a donné du chlordécone à des poules pour regarder la répartition de ce chlordécone dans les différents organes, et on se rend compte également que le foie, c'est celui qui concentre le plus le chlordécone, plus que la graisse, plus que le gras abdominal. Et ce qui est intéressant dans cette expérience de poule pondeuse, c'est de voir comment dans l'œuf, on a un taux non négligeable de chlordécone et dans le jaune d'œuf encore davantage. C'est-à-dire qu'on a une bioconcentration et bioaccumulation du chlordécone au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. Et chez la gerbille, on retrouve également cette répartition préférentielle dans le foie, le tissu adipeux et dans les muscles. Alors, une expérience a été faite pour voir la transmission pendant la grossesse. Bien entendu, chez les femmes en Virginie, il y avait pas de femmes dans l'usine, donc on n'a pas pu savoir comment ça passait le placenta, mais on a fait l'expérience chez la rate gestante et on s'est rendu compte qu'il y avait un passage placentaire et une répartition dans le petit raton au niveau du cerveau, du cœur, du foie et des reins. Alors, la diffusion du chlordécone, on peut également la repérer à travers les résultats de l'étude Hibiscus en Guadeloupe qui a eu lieu en 1993, entre 1999 et 2003. C'est une étude faite par l'ICERN qui a mesuré dans un échantillon de femmes enceintes le taux que l'on retrouvait au cordon et dans le lait maternel. Donc, dans cette étude de l'INSERM, l'étude Hibiscus, on voit que 88% de la population guadeloupéenne est contaminée par le chlordécone. « 87% des femmes enceintes, 100% de la graisse des femmes enceintes. Donc, on a quand même un stockage dans la graisse qui est relativement important et durable parce que c'est en 99, alors que l'arrêt
de l'utilisation, c'est quand même les années 93. On a retrouvé 61% de chlordécone dans le sang du cordon, donc il y a un passage transplacentaire, et 40% du lait maternel contaminé, avec un ratio à peu près de l'ordre de 1/3 entre la contamination de la femme et celle de l'enfant. Chez l'animal, on a essayé de voir si cette diffusion dans le cerveau était homogène et on s'est rendu compte que chez le raton, cette diffusion concernait surtout le mésencéphale, c'est-à-dire la zone du striatum et de la médulla, qui est ce qu'on appelait le bulbe rachidien autrefois. Et finalement, il y a des zones privilégiées, mais ce sont des zones qui correspondent à ce qu'on a vu dans l'étude Timoun, c'est-à-dire la motricité fine. Ça correspond, ce sont les zones qui coordonnent un peu la motricité chez l'homme, et on comprend que chez l'homme, ça doit être pratiquement similaire. Alors, le chlordécone est transporté essentiellement par les protéines. Excusez-moi, j'ai du mal à ne pas aller trop vite. Par les lipoprotéines de haute densité, ce qui peut expliquer qu'il soit beaucoup plus concentré dans le foie que dans les graisses. Alors, le métabolisme hépatique du chlordécone, c'est toutes les transformations qui vont permettre de partir de ce chlordécone toxique, le réduire, le glucuroconjuguer pour finalement en rendre un produit hydrosoluble, facile à éliminer dans les liquides habituels comme l'urine ou comme le sang. En général, quand un xénobiotique rentre dans la cellule hépatique, il est transformé, il est hydroxylé, réduit, ça c'est la fonctionnalisation. Ensuite, il est conjugué, la glucuroconjugaison, et puis ensuite, il est éliminé. On se rend compte que concernant le chlordécone, il y a une grande partie, 70%, qui est éliminée telle qu'elle, c'est-à-dire sans métabolite, de façon active, et que la transformation ne concerne qu'une vingtaine de pourcents du chlordécone. Donc cette transformation, c'est en chlordécone-alcool. Chez l'homme existe une alpha-cétoréductase qui le réduit en chlordécone réduit, puis une glucuroconjugaison qui finalement permet une élimination du chlordécone dans la bile sous forme de glucuroconjugué qui serait quand même une forme active. Alors, l'élimination du chlordécone, cette élimination a été étudiée de façon différente chez les ouvriers par la mesure régulière du chlordécone périodique et le traçage de la courbe. On se rend compte que si la contamination est éliminée, c'est-à-dire s'il y a un arrêt total, un sevrage total de contamination, ce chlordécone est éliminé régulièrement jusqu'à un taux qui s'approche de plus en plus du taux zéro. Ça a été donc tracé par les dosages réguliers à haut Powell. Ça a été tracé à partir de la demi-vie que l'on a étudiée, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié de la dose sérique a été éliminée. Donc c'est la deuxième petite courbe avec les petits points, et on voit que les deux sont superposables, que ce soit la courbe tracée à partir de la demi-vie ou la tour tracée à partir des résultats réels, ils sont à peu près superposables. Chez le rat, on a une courbe qui est un petit peu différente, qui est plus exponentielle à partir de la demi-vie chez le rat. Ce qui est important dans cette élimination, c'est qu'on arrive pratiquement en mesurant les différents taux chez les ouvriers à une demi-vie qui tourne autour de 63, entre 63 et 128 jours. On sait que dans la sueur, on ne retrouve pas de chlordécone. Dans les urines, on n'en retrouve pratiquement pas. Dans la salive, pratiquement pas. Que l'essentiel de l'élimination, ce sont les selles et le lait maternel. Et on est arrivé à constater, quel que soit le taux initial de chlordécone, chaque jour, on avait une diminution de entre 0,29 et 0,85, c'est-à-dire autour de 0,5-0,6% de la charge corporelle totale. Donc c'est intéressant pour nous de savoir que s'il y a un sevrage total de chlordécone, celui-ci est régulièrement éliminé par les selles à raison de 0,5 à 0,6% chaque jour. C'est un peu la raison pour laquelle l'AMSES a pris son cheval de bataille en disant nous voulons le zéro chlordécone et rien d'autre, parce que c'est seul le zéro chlordécone qui va nous
mettre à l'abri d'une recontamination. C'est seulement à partir du zéro chlordécone qu'on pourra démarrer une élimination totale de la population du chlordécone et une voilà. Alors, l'élimination, est-ce que c'était la suivante? Oui, c'est ça. Donc, l'élimination dans le lait maternel, c'est une voie d'expression, on s'est rendu compte qu'elle était importante. Et dans les expérimentations animales, elle est presque plus importante que l'élimination fécale. 52% de la dose en 12 jours est éliminée par le lait et pendant toute la durée de la lactation. Alors, quand on étudie donc la toxicocinétique, on essaie de recentrer un petit peu les éléments dont on dispose sur la toxicité, sur les éléments toxiques. Quels sont cette toxicocinétique? Elle nous permet de juger du danger potentiel d'une substance dans le corps humain. Alors, quels sont les éléments de toxicité qu'on peut tirer de cette étude? Le stockage hépatique avec les interférences avec les médicaments, mais ce sera docteur Edouard qui va surtout vous en parler. La lenteur d'excrétion et l'accumulation progressive, la répartition dans le cerveau, l'excrétion dans le lait maternel, et puis deux caractéristiques du chlordécone dont on parle moins souvent, mais qui font aussi sa gravité, c'est que c'est un polluant organique persistant, donc qui est sujet à une bioaccumulation, une biomagnification, et que c'est un perturbateur endocrinien, mais je ne vais pas m'étendre dessus puisqu'il y aura des conférences dessus beaucoup plus documentées que les miennes. Alors, le stockage hépatique, on a vu donc qu'il est peu métabolisé quand il est expulsé, donc il est expulsé sous forme active, non toxique, et qu'il reste au niveau du foie, puisque voilà, il est très peu métabolisé. Par contre, on s'est rendu compte qu'il n'entraîne pas d'anomalie fonctionnelle du foie. Ça, c'est aussi chez les ouvriers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie ni des glucides, ni des lipides, ni des protides, mais c'est simplement une anomalie structurelle qui peut conduire à une stéatose, comme va nous expliquer docteur Edouard tout à l'heure. Par contre, il mobilise beaucoup d'enzymes pour cette transformation, dont le cytochrome P450 et le CYP3A, qui sont des enzymes qui sont aussi mobilisées pour l'évacuation d'un certain nombre de médicaments, notamment tous les médicaments hépatotoxiques ou à élimination hépatique utilisent souvent ces enzymes et ils peuvent rentrer en compétition avec le chlordécone. On peut avoir des antiépileptiques, un traitement antiépileptique inefficace parce que le taux de chlordéconémie du patient est élevé. Donc c'est l'intérêt pour nous au niveau santé, c'est justement ces interférences médicamenteuses plus que l'agressivité sur le fonctionnement du foie. Oui, j'aurais fini avant. Alors, l'élimination donc a été modélisée par un certain nombre de personnes. J'ai retrouvé cette modélisation qui a été faite par un doctorant du Conservatoire national des arts et métiers, qui a présenté une thèse sous la direction du professeur Dab et qui a essayé d'imaginer comment pourrait se conduire le taux sanguin de chlordécone avec une alimentation comprenant 0,5 microgrammes par kilo par jour de chlordécone. Pourquoi cette dose? C'est que c'est la dose, la VTR, qui est retenue pour définir les limites maximales de résidus. Les LMR, les fameuses LMR sont établies à partir d'une VTR théorique qui est de 0,5 microgrammes par kilo par jour. Donc à partir de cette VTR, il a essayé d'établir des courbes chez l'homme, des courbes modélisées, mathématiques, et on se rend compte que quelqu'un qui consommerait 0,5 microgrammes de chlordécone par kilo par jour dans les légumes racines, dans les légumineuses, dans tout ça, finirait par avoir une accumulation progressive. Ça, c'est la première courbe. Une accumulation progressive dans la mesure où il n'y a que 0,5% d'éliminés. Et on retrouve aussi cette accumulation à partir de la demi-vie chez le rat. C'est la même courbe qui avait été faite par l'ANSES, à partir du moment où on décide du sevrage, comment est éliminé le chlordécone. On voit que les trois courbes, quel que soit le taux initial, se rejoignent et elles finissent par tendre vers le zéro, mais elles arrivent au zéro en un temps qui peut être relativement long, de plusieurs années. Donc, la consommation entraîne une accumulation progressive,
Et par contre, le sevrage total va entraîner une élimination régulière, lente mais régulière. Voilà, donc ça a été aussi repris donc au niveau physiologique à Hopewell, où on s'est rendu compte que les symptômes neurologiques qu'avaient présentés les 76 hommes agitation céphalée ont été réversibles, se sont manifestés pendant un certain nombre de mois, et après arrêt de l'exposition, ils ont disparu. Donc on sait qu'également le sevrage total va entraîner un arrêt des symptômes. Alors au niveau du cerveau, on avait vu la toxicité au niveau du cerveau. Cette toxicité, on sait aussi en Virginie qu'elle est dose dépendante, c'est-à-dire qu'elle est d'autant plus importante que le taux est importante et que le chlordécone franchit la barrière hémato-encéphalique. Il atteint les cellules nerveuses, il perturbe le transport du calcium, il inhibe la TPase, c'est-à-dire qu'il interfère avec les récepteurs œstrogéniques, c'est-à-dire qu'il a à la fois une action perturbateur endocrinien et une action de toxicité directe. Donc au niveau du cerveau, on a les deux mécanismes, la perturbation endocrinienne et la toxicité directe sur les neurotransmetteurs. Et avec le professeur Domenech au mois de mars, on verra la toxicité sur la thyroïde. Donc je n'ai pas évoqué cette toxicité. Alors chez l'animal, les études de toxicité ont montré également une atteinte du système immunitaire. Voilà, chez l'animal, on a d'autres atteintes qu'on a repérées, la néphrotoxicité, qu'on n'a jamais recherchée chez l'homme, mais il n'est pas éliminé par les urines, mais il est néphrotoxique. Donc, il ne faut pas éliminer cette possibilité de néphrotoxicité chez l'homme. L'hépatotoxicité, l'atteinte de la fertilité, dont on a déjà eu l'occasion de parler et qu'on va traiter ailleurs, l'atteinte de la spermatogénèse, les études sur le développement dont on va parler également, parce que Fléchel va nous parler de la prématurité. Ça a été confirmé chez le rat et la souris, la diminution de la taille et de la survie de la portée, et une atteinte du système immunitaire. Pourquoi ça saute comme ça? Oui, j'ai fini. Atteinte du système immunitaire. Quand on a donné du chlordécone oral, le premier organe qui a été touché, c'est la surrénale. Donc, on n'est pas étonné de voir qu'il puisse y avoir une atteinte du système immunitaire. Il réduit le délai d'apparition des maladies auto-immunes. Donc là, c'est le chlordécone polluant organique persistant. Je vous ai mis, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé comme signe de ce caractère polluant organique persistant. Le polluant organique persistant a comme caractéristique de bioaccumulé, bioconcentré et biomagnifié, c'est-à-dire augmentation de la pathologie, de la toxicité au fur et à mesure des étapes de la chaîne alimentaire. Et on se rend compte que chez la poule, en alimentant régulièrement à une dose constante de chlordécone, au bout d'un certain nombre de semaines d'exposition, le taux augmente dans le foie de manière, il ne reste pas, la concentration par milligramme dans le foie n'est pas stable. À la 4e semaine, elle est de 258, à la 21e semaine, elle a augmenté, à la 26e semaine, et dans l'œuf également, ce qui témoigne d'une bioconcentration et d'une biomagnification. Le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien, je l'ai rappelé là, mais je ne vais pas en parler parce que le professeur Fénicel va le développer longuement. Simplement pour dire que le chlordécone est beaucoup plus sensible et beaucoup plus dangereux à certains âges de la vie, c'est-à-dire la grossesse, le fœtus, la petite enfance, l'adolescence qu'on oublie souvent et la vieillesse. Et voilà, donc en conclusion, cette étude toxicologique, elle est importante pour la prise en charge des patients imprégnés par le chlordécone parce qu'elle nous donne une certaine vision de la physiopathologie du chlordécone avec des conclusions dans la façon de suivre. J'en ai mis quelques-unes là, mais ce sera tout au long de ces 3 journées, on va définir un certain nombre de conduites à tenir. Donc déjà, il y a la possibilité de désintoxication simplement par le sevrage total, même si c'est long, mais c'est efficace. On a le rôle de la cholestéramine que va nous développer le docteur Edouard tout à l'heure. Le risque toxique pendant la grossesse qu'il ne faudra pas oublier. Le risque neurodéveloppemental, mais aussi un risque métabolique et endocrinien dans la mesure où l'étude Timoun a montré qu'il y avait un lien entre chlordécone pendant la grossesse et augmentation de l'indice de masse corporelle. On a l'action sur la thyroïde
Et puis la question que nous nous posons depuis le début, qu'il faudra également recommencer à se poser, c'est le bénéfice-risque de l'allaitement maternel, dans la mesure où on connaît la toxicité du chlordécone, son passage dans le lait maternel. Est-ce que effectivement le bénéfice que l'on attend de l'allaitement maternel, c'est-à-dire la protection de l'immunité, est-ce qu'il est attendu là puisque c'est immunotoxique? La prévention de la grossesse, est-ce qu'on peut espérer, dans la mesure où on voit que le chlordécone peut entraîner une augmentation de l'indice de masse corporelle, et par contre, les risques, on les connaît, c'est-à-dire l'hypothyroïdie, la neurotoxicité. Donc, il faudra qu'on puisse se réasseoir un jour pour réévaluer cette balance bénéfice-risque de l'allaitement maternel. Et docteur Dispan, ça fait 40 minutes. Non?